la Merci. dernière présentation va être Charlie, qui est aussi un de nos membres du conseil exécutif de Bistro Brain, qui a déjà présenté pour nous quelques présentations super intéressantes. Charlie détient un diplôme d'ingénieur automobile en France et est actuellement doctorant dans le département de génie mécanique de la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. Et il a une expertise dans le domaine des transports. Alors, Charlie, tu peux y aller. Bon, ce soir, on a parlé de passé, on a parlé de présent, futur proche avec le dernier projet que vous avez vu. Moi, je vous emmène dans le futur. Je pense que vous avez tous des références dans notre imaginaire collectif, par exemple de Blade Runner ou du Cinquième Élément. Vous savez, les voitures qui volent. Je pense qu'on a tous des références de Star Wars, de Star Trek avec des champs de force. Et je pense qu'on a tous des références en tête de jeux style Portal ou de séries style Stargate qui nous amènent à la téléportation. Tous ces trucs-là, c'est des choses qui nous font rêver en quelque sorte. Mais en réalité, elle en est où la science à l'heure actuelle là-dessus? Est-ce que demain, on va se téléporter ou est-ce que c'est des sciences qui sont encore rendues à des années-lumière de nous et on sera incapable de les avoir? On va y répondre ce soir. Donc, dans un premier temps, je vais commencer avec les voitures volantes. Je vous fais un petit spoiler. On en a déjà des voitures volantes. Puis, en fait, ça ne remonte pas à hier, les voitures volantes. Le premier modèle qui a été déposé, c'est en 1949. C'est la Taylor Aerocar. Elle a été validée par les autorités aériennes, donc elle était en droit de voler à l'époque. Et si je vous montre une photo, ben, c'est littéralement une voiture et on a mis un avion dedans. C'est à peu près ça l'idée qui est derrière ça. Bon, ben, j'ai fini. On a des voitures volantes, c'est cool. Ok, bon, je vais peut-être pas, on va peut-être pas passer tout de suite à la suite. On va prendre quelque chose peut-être d'un petit peu plus récent et voir comment ça s'est développé au cours des dernières années. Donc, en 2017, il y a un projet qui a été lancé, c'est la Klein Vision. Puis si je vous montre des photos, vous allez me dire, bah, ça n'a pas changé. Hein. C'est une voiture mélangée avec un avion. Donc, on a les mêmes problèmes qu'avec un avion. Il nous faut une piste de décollage suffisamment longue pour s'envoler. Et il nous faut quand même des compétences de pilotage parce que ce n'est pas quelque chose qui se conduit comme une voiture classique. Et si on va sur d'autres projets peut-être un petit peu plus loin, on a par exemple les projets de Uber Air. Donc, j'ai une petite vidéo de présentation. Il n'y a pas de son, c'est normal. Donc, si vous regardez le projet, en fait, c'est un hélicoptère. On s'entend que c'est une technologie qu'on maîtrise déjà. C'est juste un hélicoptère peut-être plus performant et développé un petit peu différemment, mais ça reste un hélicoptère. Donc, comme on l'a vu jusqu'à présent, ben, on les a, les voitures volantes. On a qui ressemblent à des avions, on a qui ressemblent à des hélicoptères. Alors pourquoi moi, ma voiture dehors, devant chez moi, elle ne peut pas voler? Pourquoi elle ne le fait pas actuellement, puisque je sais le faire? En fait, la raison, elle vient d'un point simple, c'est que technologiquement, on sait le faire, mais humainement, ça pose encore des problèmes. Je ne vous ai pas mis la photo d'Elon Musk par hasard. Pour vous donner une idée, cet homme-là, je pense que tout le monde le connaît, c'est un peu un savant fou qui part dans tous les projets qu'il peut développer. Même lui, il n'y croit pas à la voiture volante. Et en fait, il n'y croit pas pour une raison très simple. Notre société, elle n'est juste pas prête pour la voiture volante. J'imagine que tous ceux qui sont là, ou quasiment tous ceux qui sont là, ont le permis et conduisent. Vous me passez l'expression, mais c'est déjà le bordel sur la route. Je vous laisse imaginer si on reporte le problème à 50, 100 mètres de hauteur. On va juste reporter les problèmes au sol, en l'air. Une voiture à 50 km/h, elle est capable de tuer un piéton. Une voiture qui circule à 50 mètres de hauteur à 100 km/h, quand elle tombe, elle n'en tue pas un de piéton, elle en tue plusieurs. Autre problème, les bâtiments ne sont absolument pas conçus pour des impacts. Pour ceux qui sont à Sherbrooke, on a eu il y a quelques temps sur la Galt un pick-up qui est rentré dans un immeuble, il a failli s'effondrer. Le pick-up, il roulait à 50 km/h. Je vous laisse imaginer une voiture volante qui rentre dans un immeuble, la catastrophe que ça peut être. Et enfin, pour ceux qui éventuellement ont des drones, vous savez le bruit que ça fait, les petits drones. Je vous laisse imaginer un drone comme celui d'Uber Air, le bruit que ça peut faire. Donc en fait, il y a tellement de contraintes autour des voitures volantes que ce n'est pas demain qu'on va les voir, les voitures volantes. C'est des projets, des tripes d'ingénierie, comme on appelle ça, là, ça existe, mais notre société et notre façon de faire, notre façon de construire des immeubles qui en plus vont être de plus en plus hauts au fur et à mesure que les technologies vont se développer, donc le problème va être encore plus exacerbé. Je suis désolé de vous dire ça, mais les voitures volantes, c'est peut-être pas pour demain. Bon, un de passé, on va peut-être essayer de se rattraper avec les champs de force. Pourquoi pas? On peut peut-être y arriver. Je vais vous faire un petit spoiler. On nous ment un petit peu sur les champs de force. Mais avant de parler de champs de force, on reste dans le domaine de la guerre, on va dire. On sait qu'un champ de force, c'est pour se protéger des munitions adverses. On a l'exemple dans Star Wars, par exemple, que je vous ai montré tantôt. Mais avant de dire ça, on va dire, pourquoi pas une protection personnelle plutôt que d'essayer de protéger un espace avec un champ de force? Pourquoi pas essayer de nous protéger nous? Ça, je vous donne un exemple que vous connaissez tous, c'est Iron Man. Iron Man, il a une armure qui le protège, etc. Il est capable de survivre à plein de trucs. Sauf que Marvel nous ment. Et je vais vous expliquer pourquoi.
C'est un processus très simple. Il y a plein de problèmes avec l'armure d'Iron Man, mais je vais vous en présenter un seul à soir. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais je n'ai pas le temps de tous les présenter malheureusement. Le premier phénomène, c'est l'onde de choc. En fait, vous avez un petit exemple du premier film, vous savez, où Iron Man se fait tirer littéralement dessus par un tank, tombe, survit et puis va détruire le tank. Je pense qu'on en a quasi tous vu le film où vous avez tous la référence en tête. La réalité qui est derrière ça, c'est dans le film, il y survit, mais dans la réalité, un tir comme ça produit une onde de choc. N'importe quel tir sur une surface, ça produit une onde de choc. Donc, si je vous prends un petit extrait de C'est pas sorcier qui est super intéressant, mettons, ma balle, elle arrive sur ma protection métallique. Donc, c'est sûr que la protection métallique arrête la balle. C'est cool, la balle a été arrêtée. Mais la balle, elle crée une onde de choc, ce que vous voyez en rouge. Et en fait, cette onde de choc, c'est elle qui est destructrice pour nous. Ce n'est pas la balle en elle-même. Là, vous avez un exemple de ce qui se passe. L'aérogel que vous voyez ici, c'est comme de la peau humaine, en fait. Vous voyez à quel point elle se déforme, la peau humaine? Et ça, c'était un tir qui a été réalisé. Il y avait un gilet pare-balles entre la balle et la peau. Donc, il y avait une protection balistique. Et vous avez vu les dégâts que c'est susceptible de faire. Cette vidéo-là, elle est présentée pour du calibre 7,62, c'est-à-dire un petit calibre, arme de poing, on s'entend. Si on passe sur du plus gros calibre, par exemple du calibre 50, donc ça, c'est les gros snipers qui sont capables d'arrêter un véhicule en mouvement. Hein, je vous rappelle juste ce que c'est capable de faire. Mais si on observe l'onde de choc, donc vous voyez, la balle est bien arrêtée par le gilet. Mais si vous voyez l'état de la plaque qui est derrière, c'est une plaque en bois. Vous voyez les trous qu'il y a dedans. Je vous laisse imaginer votre peau qui est derrière ça. C'est pas la balle qui va vous tuer, c'est l'onde de choc. Donc en fait, Iron Man, il est mort 10 000 fois hein, dans le film. Là. Il ne peut pas avoir survécu à ça. Donc, les protections personnelles, à moins de se balader avec des 50 cm de métal devant, derrière, sur les côtés, ça ne paraît pas possible de se protéger de tout et n'importe quoi, encore moins de gros obus de tank ou de choses comme ça. Donc, peut-être la solution, ça serait un champ de force, que ça soit un champ de force personnel qui nous protège juste nous, ou que ça soit un champ de force, là, comme dans Star Wars, qui protège des zones entières. Ça pourrait être cool. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on utilise comme technologie? A priori, il y a deux solutions qui se proposent. Soit on fait un méga aimant qui arrête les balles. On n'est pas rendu dans Star Wars où ils tirent avec des lasers. Hein. Mettons, on tire avec nos balles actuelles. Je mets un méga aimant qui dévie les balles. C'est une solution possible. Ou j'essaie de concentrer l'énergie, un bouclier d'énergie. On a tous entendu ça. On va voir ce que ça donne. Mettons un méga aimant. Je vous rappelle qu'une balle, ça circule à peu près 3000 km/h quand ça sort d'un canon. Ça dépend des munitions, etc. Mais on va se fixer là-dessus. On estime, c'est des calculs, qu'il faudrait un aimant de 600 Tesla. Donc, le Tesla, en gros, c'est l'unité de puissance d'un aimant, si on simplifie ça. Il faudrait un aimant de 600 Tesla pour arrêter une balle. Le plus gros aimant, qui n'est pas très gros en taille, mais le plus puissant aimant qu'on ait conçu sur Terre, il fait 45 Tesla. On est 10 fois plus faible et même 15 fois plus faible que ce qu'on aurait besoin. Puis le problème est bien, mais il serait résolu, mais des balles, on n'en fait pas que des balles métalliques. On est capable de faire des balles céramiques. Puis là, mon aimant, il ne sert à rien, puis moi, je suis toujours mort. Donc, a priori, un champ de force avec un aimant, c'est peut-être pas terrible. Donc, on va essayer de concentrer l'énergie. Ça, c'est un projet, en fait, qui a déjà été développé, qui a été soumis et breveté par Boeing. Donc, en fait, je vais faire simple dans la description de ce que c'est, mais en gros, on va faire chauffer, on va faire ioniser des gaz, chauffer des gaz à très forte intensité avec des lasers. Et en fait, l'onde de choc créée par la chauffe des gaz vient annuler l'onde de choc de la balle. C'est ça l'idée. On annule une onde de choc avec une autre. Le problème, c'est que l'idée, ça serait quand même que notre champ de force, il nous protège pendant quelques temps, au moins quelques heures, pendant qu'on est sur le champ de bataille. Cette technologie-là, c'est l'équivalent d'un airbag. Ça vous protège quelques millisecondes. Donc, la première et la deuxième balle tirées de la mitrailleuse qui vient de là, elles vont être arrêtées. Les 453 qui sont derrière, vous allez vous les prendre à coup sûr. Donc, ce n'est pas une technologie super développée. Autre problème, le fait de ioniser des gaz, ça crée un voile noir. Donc, vous êtes en zone de guerre, puis vous n'y voyez rien. Je vous laisse imaginer un petit peu la catastrophe que c'est d'un point de vue militaire. Et enfin, on estime que le Humvee là, que vous avez de représenter, il doit dédier 85% de sa masse à la production d'énergie nécessaire pour les lasers. Donc, en fait, vous utilisez 85% de votre véhicule pour vous protéger pendant quelques millisecondes. A priori, ce n'est pas très efficace comme système. Donc, en fait, pourquoi on n'a pas de champ de force? Tout simplement parce que c'est impossible. La physique ne permet pas de concevoir des champs de force, ne permet pas de concentrer l'énergie en suffisamment de points, etc. Je vous précise que je parle de champs de force qui permettent d'arrêter des projectiles. Il y a plein d'autres projets de champs de force pour faire de l'isolation, pour faire beaucoup de choses. Tout ça, c'est basé sur de la science et ça peut fonctionner, mais je parle vraiment pour arrêter des projectiles. À l'heure actuelle, avec la physique qu'on connaît et la science qu'on connaît, oubliez ça, c'est totalement impossible. Bon,
ça ne nous avance pas beaucoup. Les voitures volantes, ça ne marche pas. Les champs de force, bah, ça ne marche pas. Bon, on va peut-être essayer de se rattraper avec la téléportation. Bon, c'est un petit peu compliqué, la téléportation. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose. On a réussi. On a fait de la téléportation. On a téléporté des photons. Alors, des photons, on en a téléporté en 2017 dans un laboratoire en Chine. Donc, on a fait une téléportation d'un photon sur entre 500 et 1400 km. Ça dépend un peu des estimations qu'on a fait. On a quand même réussi. Et plus récemment, et surtout plus localement, en 2021, donc assez récemment, je crois que c'était le mois dernier, au Canada, à Calgary, on a réussi à téléporter une série de photons sur une distance de 44 km, donc plein de photons. Vous allez me dire, si on est capable de téléporter des photons, pourquoi on ne se téléporte pas nous? Mais en fait, je vais peut-être revenir avant tout sur c'est quoi un photon. En fait, un photon, un photon, c'est de l'information. C'est une particule de lumière. OK? Les photons, c'est ce qu'on utilise quand on vous parle de fibre optique, par exemple, pour Internet, c'est des photons qui sont dedans, c'est des photons qui se déplacent. Ces photons, ils portent de l'information. Mais nous, on n'est pas de l'information. Nous, on est de la matière. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas téléporter de la matière, on sait juste téléporter de l'information. Alors, l'idée qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, je repère tous mes atomes, je prends l'information de tous ces atomes, puis je la transfère par Internet ou par informatique ailleurs et je me recrée ailleurs. Ça impliquerait de détruire mon corps à l'endroit où j'étais. Enfin, ça serait une hypothèse de travail. OK, mettons ça. Je vais vous démontrer que c'est impossible en 3 chiffres. Le premier, c'est que si je veux pouvoir me téléporter, donc je veux connaître l'information de tous les atomes de mon corps, il faudrait que je connaisse de l'information sur 7 milliards de milliards de milliards d'atomes. Il y a plus d'atomes dans un être humain que de grains de sable sur Terre. Ça vous donne une idée de la quantité d'informations dont j'ai besoin. Ces 7 milliards de milliards de milliards d'atomes, il faut que je les remette au millième de millième de millième de millième de millimètre près, parce que si je les décale d'un millimètre, j'explose. Bon, ce n'est pas vraiment ce qui se passe, mais en tout cas, je suis mort. Je suis plus vivant. Donc, je suis obligé d'avoir une information ultra précise sur 7 milliards de milliards de milliards d'atomes. OK, ça vous donne une idée. Ça paraît déjà fou, ça paraît compliqué. Il y a quand même des gens qui se sont amusés à calculer qu'est-ce que ça représenterait. OK? Si on transfère ça en données, ça représente ce chiffre-là, je ne vais pas vous le lire pour votre bien-être intellectuel, ça représente ce nombre-là de gigabits. OK? Si on fait un petit comparatif, ça représente 1 million de fois Internet. Genre, Internet, tout Internet, ça représente 1 million de fois tout Internet. Donc, ça paraît fou en fait, c'est une quantité de données, elle n'existe même pas sur Terre, cette quantité de données. Peut-être qu'il y a des développements qui nous permettront, je ne sais pas, dans les prochaines années, peut-être pas dans les prochaines années, dans les prochains siècles, de développer de l'informatique qui sera suffisamment performant, mais à l'heure actuelle, 1 million de fois Internet, ça paraît totalement impossible. Puis, même si on arrivait à avoir cette technologie-là pour le faire, mettons, on a des super ordinateurs quantiques, par exemple, c'est la piste de recherche qui serait capable de le faire. La consommation électrique, le chiffre est un petit peu plus bas là, ça serait 10 trillions de gigawattheures. Alors vous allez me dire, je ne sais pas trop ce que ça représente. Ça représente la consommation électrique d'un pays européen, mais pendant 1 million d'années. Donc, c'est juste une consommation électrique monumentale qu'on est incapable de concevoir. Il n'y a aucun système sur Terre qui est capable de donner cette puissance-là et cette puissance électrique. Donc, vous avez vu, la téléportation, sur la théorie, ça pourrait fonctionner. En pratique, on est à des années-lumière de s'y rendre. Même les personnes qui ont travaillé sur la téléportation des photons dont je vous parlais, les personnes au centre de recherche de Calgary, ils disaient que ça paraît impossible, mais ils n'excluent pas l'hypothèse que dans des milliers d'années, on maîtrise une technologie suffisamment avancée pour y arriver. On ne perd pas espoir. La solution qui serait proposée, ça serait éventuellement de pas juste se déplacer dans l'espace, mais aussi de se déplacer dans le temps avec une histoire de trou de verre et tout. Cette présentation-là, je vais la garder pour éventuellement une future présentation. Voilà, ça conclut ce que j'avais à vous dire à ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Charlie, pour ta présentation. C'était super intéressant, super concret. Puis j'ai trouvé ça le fun pendant que tu parlais, tous tes parallèles avec les films qu'on connaît si bien. Je regardais, puis là, j'étais là. Hey, la prochaine fois qu'ils vont vouloir faire un Avenger, ils pourraient faire des consultations avec un ingénieur. Il devrait, ouais, mais je pense que ça serait le moins le fun quand même. On peut y aller avec les questions. Oui, donc une question de Luan. Question téléportation. Ouais. Comment est-ce que l'on sait qu'il s'agissait du même photon? Est-ce qu'il y avait des cartes sur lui? Alors, on est rentré dans la mécanique quantique. Je t'avoue que c'est un champ qui me dépasse un petit peu et ce n'est pas du tout mon domaine, mais ils avaient mis une signature particulière sur ce photon qui fait qu'il était unique
Et en gros, ils ont repéré que le photon à l'arrivée portait bien la même signature. C'était ça l'idée. OK. Donc, dans les deux cas, que ce soit en Chine ou que ce soit à Oui, c'est Calgary. à peu près la même chose qui est faite. Ouais. OK. Merci beaucoup. Sinon, on a une question de William. Ouais. Moi, je me demandais, au niveau du brevet de Boeing pour ioniser l'air avec des lasers, tu l'as-tu pas loin? Je serais comme curieux d'aller le garder. Je l'ai pas sous la main. Je t'avoue, je l'ai trouvé. Faudrait regarder dans la liste de brevets. J'ai aucune idée où est-ce qu'il est, mais il a été déposé. Je vais fouiller, c'est bon. Ouais, je pense que tu peux fouiller. Il doit être accessible. Oui, Alexis? Oui, moi, ma question, Charlie, c'est on n'a peut-être pas des automobiles volantes, mais est-ce qu'on peut avoir des automobiles lévitantes? Alors, oui, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas le temps. Mais en gros, une partie de la recherche qui est faite en ce moment, c'est tout ce qui est fait sur les overboards, par exemple. Vous savez, celui de Marty McFly dans Retour vers le futur, par exemple. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que oui, c'est bien, mais il faut des aimants, donc il faut des surfaces aimantées. Ça voudrait dire que si on voulait des voitures lévitantes, il faudrait refaire l'intégralité des routes avec du matériau métallique pour que la force des aimants soit là. Donc c'est un peu le défaut pour l'instant. C'est la seule technologie de lévitation qui existe. C'est dans la fonctionnalité. Sinon, j'imagine que la limite, c'est dans aussi la capacité de freinage. Parce que là, si tu n'as pas une friction. On maîtrise sur des trucs magnétiques, ouais, on maîtrise quand même pas mal, mais tu sais, c'est juste ça coûterait tellement cher de refaire toutes les routes avec du matériau magnétique, puis ça coûterait beaucoup plus cher que du bitume qu'on utilise là. Ouais, ça serait vraiment problématique. D'accord. Ouais, merci. Il y avait d'autres questions, Marjorie? À date, non. Non? OK. Mis à part que c'était vraiment très intéressant, les informations que tu apportes. Merci. Donc, pas d'autres questions? Parfait. Négatif? Ben, merci beaucoup, Charlie, pour ta présentation. Aussi bonne continuité dans ton doctorat. Si à venir, tu as vent dans plusieurs années de tes Tesla volantes, tu nous feras signe. Autrement, ben, merci à tous les participants vous êtes connectés aujourd'hui pour le 7 à 9 passé fois futur. Aussi, Alexis vient de mettre en ligne le sondage d'appréciation. Donc, vous êtes invités à aller le remplir si vous voulez nous donner votre appréciation, vos suggestions pour des événements futurs. Allez-y, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Comme on a mentionné plus tôt, mais pour les gens qui aimeraient ça rester parmi nous, on va prendre un peu de temps pour encore discuter avec les présentateurs. Vous êtes les bienvenus. On va aussi arrêter l'enregistrement. Fait qu'inquiétez-vous pas si vous avez des questions, ça ne va pas être enregistré. Autrement, pour les autres, encore un grand merci d'être venus et aussi au plaisir de vous voir sur notre page Facebook pour la suite de nos événements et aussi à la prochaine, à notre prochain rendez-vous de vulgarisation scientifique.